Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer la partie ou le chapitre de multicollinéarité. Si vous vous rappelez, nous avons dit au début que la multicollinéarité existe quand nous avons un modèle de régression multiple, quand on a plusieurs variables explicatives dans notre modèle. Le plan de ce chapitre, on va commencer par comprendre c'est quoi la nature de la multicollinéarité. Ensuite, quelles sont les sources principales de la multicollinéarité, quels sont les résultats de l'existence de multicollinéarité sur notre estimateur des coefficients, comment on peut détecter la multicollinéarité et enfin, on va étudier comment résoudre ce problème de multicollinéarité. Ok, donc la multicollinéarité, c'est le cas où les variables explicatives sont fortement corrélées entre elles. Et on peut avoir un cas où deux variables explicatives sont corrélées ou plusieurs variables explicatives sont corrélées. Par exemple, prenons l'exemple de ce modèle 1. On régresse YI sur X1, X2, X3. On peut avoir un cas où X1, X2 sont corrélés, ou X1, X3 sont corrélés, ou X2, X1, X3 sont corrélés. Autrement dit, c'est qu'on peut exprimer une variable explicative en fonction des autres. Si vous vous rappelez dans le cas de la multicollinéarité, du piège de variables muettes, nous avons vu que la somme, si je créais une variable binaire ou une variable muette pour chaque catégorie de ma variable catégoriale, donc j'ai la somme de ces m catégories ou ces m variables muettes est égale à 1, qui est la variable du terme constant. Donc ça, c'est un cas de multicollinéarité parfaite. Prenons un exemple avec plus de détails. Donc, ici, dans cet exemple, avec le modèle où j'ai y que je grossis sur x1, x2, x3, on dit qu'on a une multicollinéarité parfaite si elle existe une corrélation entre les variables explicatives de telle forme que lambda 1 x1 plus lambda 2 x2i plus lambda 3 x3i est égal à 0. Tel que tous ces lambda, lambda 1, lambda 2 et lambda 3 sont des constants non nuls. Autrement dit, que je peux exprimer x2i est égal à le ratio lambda 1 sur lambda 2 x1 moins lambda 3 sur lambda 2 x3. Par exemple, si pour n'importe quelle raison la variable x2i est égale au double de la variable x1, donc on a un problème de multicollinéarité parfaite. Par exemple, vous vous rappelez que nous avons dit dans l'équation de salaire, il faut introduire variable âge et variable âge au carré parce que pour prendre en considération l'effet non linéaire de l'âge sur le salaire. Si pour n'importe quelle raison, quand vous êtes en train de préparer votre base de données, au lieu de créer une variable âge au carré, vous avez créé une variable qui est le double de l'âge. Donc, dans votre modèle, vous allez inclure x1 qui est l'âge et x2 qui est âge au carré. Au lieu d'ajouter x2 âge au carré, vous avez ajouté le double de l'âge. Donc, là, c'est une faute que vous avez créée avec votre base de données, mais supposons que vous n'avez pas fait attention. Pour Stata, pour le modèle, vous avez x1 est égal âge, x2 est égal double âge. Donc, comme si x2 est égal 2x1. Ça, on l'appelle une multicollinéarité parfaite. Une multicollinéarité imparfaite, c'est que une variable peut être exprimée en fonction de une ou deux autres variables, mais avec un terme d'erreur ou un terme qui varie, comme dans notre exemple ici, epsilon i. Donc ici, si je peux exprimer x2i est égal à lambda 1 sur lambda 2 x1i moins lambda 3 sur lambda 2 x3i plus 1 sur lambda 2 epsilon i, et epsilon c'est un terme d'erreur qui varie d'une observation à une autre, là je dis que j'ai un problème de multicollinéarité imparfaite. Par exemple, comme je vous ai dit, si je vais inclure le salaire et le revenu, si le revenu est égal au salaire plus d'autres termes, et ces termes varient d'un individu à un autre, par exemple, si ils ont des dépôts à la banque, s'ils ont une terre qui leur donne une rente, si la personne reçoit un transfert de ses parents ou du gouvernement, donc il y a un terme epsilon i qui varie d'un individu à un autre. Donc dans ce cas, je peux dire que x2i et x1i, qui est le revenu et les salaires,
elles sont corrélées, ces deux variables, mais elles ne sont pas parfaitement corrélées. Si la valeur de epsilon i diminue, donc là, on se rapproche d'une multicollinéarité imparfaite importante et là, j'ai un problème. Si par exemple, la majorité des individus ont seulement leur salaire comme revenu plus un transfert du gouvernement, donc ce montant est trop petit, donc la corrélation entre le salaire et le revenu est important, là, on a un problème de multicollinéarité imparfaite, importante. Si epsilon i est petite, donc dans ce cas, si epsilon i est importante, donc il y a une variation importante entre le salaire et le revenu, donc on dit qu'on n'a pas un problème on a un problème de multicollinéarité imparfaite, mais pas importante. Et j'insiste à répéter que la multicollinéarité existe, le problème c'est son importance. Donc, la question maintenant, c'est quelles sont les sources de multicollinéarité. C'est plutôt un problème d'échantillon. Et on peut avoir un problème de multicollinéarité pour plusieurs raisons. Par exemple, comment les données sont collectées. Si je demande aux ménages une question concernant le revenu et une question concernant leur salaire, ils ne comprennent pas, par exemple, la différence, ça peut causer un problème de multicollinéarité, comment on a collecté les données. Ou même s'ils comprennent la différence, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre leur salaire et leur revenu. Donc, ça peut causer un problème de multicollinéarité. Comment je spécifie mon modèle? Si par exemple ma variable x, il n'y a pas assez de variation dans les valeurs et en plus j'ajoute cette variable au carré, ça peut causer un problème de multicollinéarité. Aussi, quelles sont les variables que j'inclus dans mon modèle? Si par exemple je veux régresser la consommation de l'électricité sur le revenu des ménages et la taille de ménage, normalement le revenu des ménages et la taille de la maison de ménage, elles sont corrélées. Si je suis un ménage riche, je vais habiter dans une maison qui est grande. Donc il y a une corrélation entre la taille de la maison et le revenu de ménage. Donc il y a une corrélation entre les deux. Il y a aussi si le modèle est surdéterminé, c'est le cas où les variables explicatives sont plus importantes, il y a plus de variables explicatives que le nombre d'observations, on a un problème de multicollinéarité. C'est possible aussi si on a un modèle de série temporelle, quand on a ce qu'on appelle un trend commune. C'est le cas, une tendance commune, comme un trend. C'est le cas, par exemple, si je veux régresser la consommation sur le revenu, la fortune et la population dans un pays. Le revenu, la fortune, ce qu'on appelle wealth, tout ce qui est des biens durables, par exemple, et la taille de la population, elles sont tous corrélées, elles vont augmenter ensemble ou diminuer ensemble. Ils ont une tendance commune. Ces variables ont une tendance commune. Donc, ça peut causer un problème de multicollinéarité. Maintenant, passons aux implications de la multicollinéarité. Si j'ai un problème de multicollinéarité, qu'il y a deux ou plusieurs variables qui sont linéairement dépendantes, elles sont linéairement corrélées, quelles seront les implications sur mes estimations? Et est-ce que je serai capable d'estimer le coefficient bêta chapeau, oui ou non? Maintenant, la première question. Si j'ai un problème de multicollinéarité, si j'ai deux variables ou plusieurs variables qui sont linéairement corrélées, est-ce que je serai capable d'estimer mes coefficients, oui ou non? La réponse à cette question dépend du fait que est-ce que la multicollinéarité est parfaite ou non parfaite. Si la multicollinéarité est parfaite, je ne peux pas estimer mes bêta chapeaux. Pourquoi? Parce que si les variables x ne sont pas linéairement indépendantes, dans ce cas, le rang de la matrice x transpose x n'est pas égal à k plus 1, qui est le nombre de paramètres inclus dans mon modèle. Et comme le rang n'est pas égal à k plus 1, je ne serai pas capable de calculer l'inverse de cette matrice x transpose x. Et on sait qu'on a besoin de l'inverse de la matrice x transpose x pour être capable d'estimer nos coefficients bêta chapeau. Donc, dans ce cas, si j'ai un problème de multicollinéarité parfaite, comme dans le cas de le piège de variable muette, je ne peux pas estimer les bêta chapeaux. Et comme je vous dis, pour Stata, ne sera pas capable de calculer x transpose x inverse, et du coup, ne peut pas estimer bêta chapeau. Et le logiciel sera obligé d'éliminer une des variables qui cause le problème de multicollinéarité parfaite.
Et la logique, c'est qu'on a deux variables ou plusieurs variables qui donnent même information. Donc, je ne peux pas calculer vraiment bêta chapeau, qui est l'impact de chaque variable toute seule sur la variable dépendante y. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème de multicollinéarité imparfaite? Si j'ai un problème de multicollinéarité imparfaite, je peux estimer les coefficients des variables x dans mon modèle. Les coefficients restent bleus, donc les coefficients sont linéaires, sans biais, ils ont les écarts-types les plus petites, mais elles ne sont pas, l'estimation n'est pas précise. Autrement dit, les écarts-types deviennent plus importants, plus larges, mais parmi tous les estimateurs linéaires sans biais, toujours les estimateurs de moindre carré ordinaire avec multicollinéarité imparfaite, leurs écarts-types sont les plus petites. Je répète, donc en cas de multicollinéarité imparfaite, nous serons capables d'estimer ces coefficients des variables x. Est-ce que ces coefficients sont linéaires? Oui, ils sont toujours linéaires. Les estimations sont toujours linéaires. Ils sont toujours sans biais? Oui, ils sont toujours sans biais parce que je n'ai pas influencé l'hypothèse que la valeur espérée des termes d'erreur est nulle. Donc, elles sont toujours sans biais. Est-ce que ce sont toujours efficients? C'est-à-dire, les estimateurs de bêta chapeau ont les variances les plus petites parmi tous les estimateurs linéaires sans biais? Oui. Cet estimateur de la méthode des moindres carrés ordinaires, même avec l'existence de la multicollinéarité imparfaite, reste efficient avec une variance plus petite. Mais les écarts-types deviennent plus larges, c'est-à-dire les variances sont plus larges, mais elles sont toujours les plus petites parmi toutes les variances de tous les autres estimateurs linéaires sans biais. Donc, dans ce cas, on va avoir un problème de précision. Autrement dit, si j'ajoute une autre variable ou je retire une variable où il y a des valeurs qui changent dans les valeurs de mes variables, on va trouver que les valeurs de coefficients vont changer considérablement. Je vais vous montrer un exemple dans 5 minutes. Donc, il faut garder en tête que nos estimateurs restent bleus, toujours linéaires, toujours sans biais, toujours les plus efficaces avec la variance des estimateurs les plus petites parmi tous les estimateurs linéaires sans biais, mais les écarts types et les variances sont devenues plus importantes et plus larges. Donc, comme je vous ai dit, si j'ai un problème de multicollinéarité imparfaite, je peux estimer mon modèle parce que je peux trouver l'inverse de x transpose x-1 et je serai capable de estimer les coefficients de mon modèle bêta chapeau. Mais le problème, c'est que la variance devient plus importante, plus large. Donc, regardons ou rappelons-nous de l'équation ou la formule de la variance de bêta chapeau J. C'est la variance du terme d'erreur divisée par la somme des carrés de la différence entre la valeur de chaque variable, de cette variable x et j et la moyenne fois 1 moins r au carré j. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit r au carré j, c'est comme si le coefficient de détermination de la régression de la variable x et j sur toutes les autres variables explicatives dans mon modèle. Si r au carré j augmente, ce qui veut dire que je peux expliquer ma variable x et j par les autres variables explicatives. Dans ce cas, le dénominateur 1 moins r au carré j diminue. Et si le dénominateur diminue, donc toute la valeur de la variance bêta chapeau augmente. Je répète, si j'ai un problème de multicollinéarité imparfaite, je serai capable d'estimer mes coefficients. Mais le coefficient de termination r au carré j que j'ai besoin pour la formule de la variance de bêta chapeau j, qui est le résultat de la régression de la variable x et j sur toutes les autres variables explicatives, devient plus grande. Étant donné la multicollinéarité, je suis capable d'expliquer la variation dans la variable x et j par la variation dans les autres variables explicatives. Et si le coefficient de détermination r au carré j devient plus important, donc le dénominateur 1 moins r au carré j devient plus petit. Et si elle devient plus petite, si le dénominateur devient plus petit, dans ce cas, la variance bêta chapeau j devient plus importante. Et comme je vous ai dit, la variance devient plus large. Et on a des estimateurs moins précis. En fait, même problème, on peut l'observer si on a ce qu'on appelle micro-nombre, ou faible nombre d'observations, ou ce qu'on appelle en anglais micronumérosité.
Parce que si j'ai un nombre faible d'observations, la variation qui est le parenthèse xij moins x bar j au carré devient plus petite parce qu'il n'y a pas assez de variations. Comme la taille de l'échantillon n'est pas importante, je n'ai pas assez de variations dans les valeurs de ma variable xij, ce qui fait que le dénominateur de ma variable bêta chapeau j est grande. Donc, une question d'examen. Est-ce que le problème de multicollinéarité est l'autre face du problème de micronombre ou de micronumérosité? Oui, parce que les deux causent l'augmentation de la variance de la variable de l'estimateur de la variable bêta j. Une autre fois, le problème de multicollinéarité et le problème de micronombre causent le même résultat. C'est que la variance de bêta chapeau j devient plus importante ou plus grande. Si j'ai un problème de multicollinéarité imparfaite, et j'estime mon modèle, je vais avoir les estimateurs bêta chapeau avec de grandes variances. Et quand les écarts types sont larges, les intervalles de confiance tendent à être plus grands. Et quand les intervalles de confiance sont plus grands, dans ce cas, la probabilité de ne pas rejeter l'hypothèse nulle, qui est l'erreur de type 2, augmente. Donc, si j'ai un problème de multicollinéarité imparfaite, la variance de bêta chapeau est plus importante, les intervalles de confiance est plus grand, et je vais conclure que je ne veux pas rejeter l'hypothèse nulle. Et je vais conclure que ma variable xj n'a pas un effet significatif sur ma variable y, malgré le fait que peut-être c'est pas vrai. Mais je répète, si j'ai un problème de multicollinéarité imparfaite, on va avoir les estimateurs bêta chapeau, mais les écarts types sont larges. Quand les écarts types sont larges, les intervalles de confiance tendent aussi à être grands. Et quand les intervalles de confiance tendent à être grands, on va conclure de ne pas rejeter l'hypothèse nulle et on va conclure que ma variable xj n'a pas un effet significatif sur la variable y. Même chose, si la variance est large, dans ce cas, la valeur des statistiques t seront plus faibles parce que c'est le dénominateur. Et quand la valeur de la statistique t est plus faible, on acceptera l'hypothèse nulle que la véritable valeur du paramètre de la population est nulle et que ma variable n'a pas un effet significatif sur ma variable y. Si j'estime mon modèle avec un problème de multicollinéarité imparfaite, je vais avoir une variance large, des intervalles de confiance grands. On va conclure que notre variable explicative n'a pas un effet significatif sur la variable y. Et donc, une des implications du problème de multicollinéarité, c'est qu'on va obtenir dans nos résultats R au carré élevé, mais en même temps, les statistiques de t sont peu significatives. Donc, si on va estimer le test F, si on va faire le test F, on va rejeter l'hypothèse nulle que si tous les coefficients sont nuls. Donc, dans ce cas, si vous estimez un modèle avec stat et vous observez que R au carré a une valeur importante, ce qui veut dire que votre modèle explique, je sais pas, 80% de la variation de Y, mais en même temps, vous observez qu'il y a beaucoup de variables explicatives qui ne sont pas significatives, là, il faut penser qu'il y a un problème de multicollinéarité. Et la logique, c'est que toutes les variables ensemble arrivent à expliquer la variable, toutes les variables x, la variation des variables x tout ensemble arrive à expliquer la variation de ma variable dépendante y. Mais on n'arrive pas à estimer l'effet de chaque variable toute seule, tout simplement parce qu'elles sont corrélées. C'est pour cela que R au carré est importante, que j'arrive à bien expliquer la variation de y, mais je n'arrive pas à trouver l'effet significatif de chaque x toute seule sur ma variable y. Une autre implication du problème de multicollinéarité imparfaite, que nous allons trouver que les estimations de bêta chapeau et les écarts types deviennent très sensibles pour n'importe quel changement dans les données. Regardons l'exemple suivant. Regardons cet exemple. J'ai une variable y et j'ai deux variables explicatives, x2 et x3. Je regresse y chapeau sur x2, x3. Vous allez trouver les estimations, les valeurs, le coefficient estimé de x2, c'est 0.4463. La valeur estimée du coefficient de x3, c'est 0.0030. J'ai les écarts types, j'ai les t statistiques, donc j'ai le coefficient de x2 et
significatif. Et j'ai le coefficient de détermination 0,8. Donc le modèle ou les variations x2, x3 explique 0,8 ou 80% de la variation de y. Et vous avez le petit R2, 3, c'est le coefficient de corrélation entre x2 et x3, c'est 0,55. Maintenant, je vais changer les valeurs de x2 et x3. Tout simplement, les deux dernières observations, vous allez voir que j'ai changé les valeurs de la variable x3. Et vous allez voir comment ça influence les résultats. Ça devient très sensible. Quand nous avons changé les valeurs de x3 et x2, précisément pour la ligne 3, vous avez x3, la valeur maintenant c'est 0, et ligne 4, la valeur de x3 c'est 12, c'est l'inverse de ce qui était avant. Vous voyez que le coefficient de corrélation R2,3 a changé de 0,55 à 0,82, ce qui veut dire que la corrélation entre les deux variables x2 et x3 a augmenté. Vous allez remarquer aussi que les estimations des coefficients de x2 et x3 a changé. Et maintenant, j'ai aucune variable explicative significative. Donc, même x2, maintenant, étant donné la valeur de t statistique, je peux conclure que x2 n'a pas un effet significatif sur y. Donc, vous voyez que même le simple changement dans les valeurs de x3 pour deux observations a fait changer les résultats. C'est très sensible. Donc, si j'ajoute une variable aussi ou j'enlève une variable, je trouve que les résultats ne sont pas consistants et ne sont pas robustes et j'ai des conclusions ou des résultats différents. Il faut penser que j'ai un problème de multicollinéarité. Et on va voir maintenant comment je peux détecter un problème de multicollinéarité. Ok, maintenant on va voir comment détecter la multicollinéarité. Et vous allez voir que je vais vous montrer plusieurs méthodes pour détecter la multicollinéarité. Vous pouvez utiliser plusieurs, une seule, ça dépend. C'est pour ça que c'est très important et j'insiste qu'il faut très bien comprendre votre base de données avant de commencer à estimer votre modèle. Et vous allez voir qu'il y a des méthodes pour détecter la multicollinéarité qu'on peut appliquer avant la régression, l'estimation du modèle avec la méthode de moindre carrière ordinaire et d'autres méthodes. Vous allez supposer qu'il n'y a pas un problème de multicollinéarité, estimer le modèle, ensuite utiliser les résultats pour tester la multicollinéarité. Première méthode pour détecter le problème de multicollinéarité, c'est le scatter plot. Si vous soupçonnez qu'il y a un problème de corrélation entre deux variables, vous pouvez commencer à tout simplement tracer ou dessiner le scatter plot, point de nuage entre ces deux variables. Par exemple, si je reprends mon exemple où on régresse l'électricité ou la consommation d'électricité sur la taille de la maison et le revenu, et vous soupçonnez qu'il y a une corrélation entre le revenu et la taille de la maison, vous pouvez commencer par dessiner un nuage des points scatter plot entre ces deux variables. Si vous voyez qu'elles sont positivement corrélées ou négativement corrélées, vous pouvez soupçonner qu'il y a un problème de multicollinéarité. Bon, personnellement, les graphiques c'est important pour voir, pour avoir une idée sur la situation, mais je préfère avoir d'autres tests, plutôt des valeurs numériques, parce que peut-être graphiquement c'est pas très clair, je suis pas sûre. Donc deuxième méthode, c'est tout simplement qu'on fait une corrélation couplée entre chaque deux variables. Donc par exemple, on peut même exemple, mesurer la corrélation entre le revenu et la taille de la maison. Si la corrélation, le coefficient de corrélation est plus grand que 0,5, on peut conclure qu'il y a un problème de corrélation entre ces deux variables. Par contre, c'est une condition suffisante mais pas nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous testez la corrélation couplée entre chaque deux variables, supposons que j'ai 5 variables dans mon modèle. Si on mesure la corrélation couplée entre chaque deux variables et on trouve qu'entre deux variables x2 et x3, le coefficient de corrélation est plus grand que 0,5, donc c'est une condition suffisante pour conclure qu'il y a un problème de corrélation entre ces deux variables. Mais ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas nécessaire? Parce que c'est possible que x2 et x3, elles ne sont pas corrélées. Par contre, je peux exprimer x2 en fonction linéaire de x3 et x4. Donc, dans ce cas, la corrélation couplée ne va pas montrer le problème de corrélation parce qu'on a un problème de multicollinéarité entre plusieurs variables.
Donc, je répète, si j'ai dans mon modèle 5 variables explicatives, c'est possible qu'il y a 2 variables qui sont corrélées, et dans ce cas, le coefficient de corrélation entre ces 2 variables est suffisante pour me dire s'il y a un problème de corrélation, oui ou non, si le coefficient de corrélation est plus grand que 0,5, mais ce n'est pas nécessaire, parce que c'est possible que la corrélation entre chaque 2 variables est plus petite que 0,5. Par contre, on a une corrélation entre les variables x2, x3, x4. Donc, x2 et x3, le coefficient de corrélation est plus petit que 0,5. Entre x2 et x5, le coefficient de corrélation est plus petit que 0,5. Mais x2 peut être exprimé comme une fonction linéaire de x3 et x4. Donc, dans ce cas, j'ai un problème de multicollinéarité et je ne peux pas le détecter par tout simplement mesurer la corrélation entre les 2 variables. Troisième façon pour détecter la multicollinéarité, et c'est lié au fait que si on estime un modèle de régression avec un problème de multicollinéarité, comme nous avons vu, les implications, c'est une valeur élevée de coefficient de détermination, mais peu de t statistiques significatifs. Donc, si les deux premiers, le scatterplot et la corrélation couplée, je peux le faire avant l'estimation de mon modèle avec la méthode des moindres carrés ordinaires. Par contre, la troisième méthode, je vais estimer mon modèle et après l'estimation de mon modèle, je vais remarquer s'il y a R au carré élevé, tandis que les valeurs statistiques de T sont peu significatives. Dans ce cas, je peux m'en douter qu'il y a un problème de multicollinéarité. Une autre méthode pour détecter les problèmes de multicollinéarité, c'est ce qu'on appelle facteur d'inflation de la variance, ou en anglais Variance Inflation Factor, VIF. Donc, cette mesure me permet de mesurer la rapidité avec laquelle les variances et les covariances augmentent. Qu'est-ce que ça veut dire? VIF, ou le facteur d'inflation de la variance, c'est le ratio 1 divisé par 1 moins le coefficient de détermination de J. Si vous vous rappelez de l'équation, de la formule de la variance de coefficient bêta J, c'est égal à ce ratio 1 divisé par 1 moins R au carré J fois sigma au carré, qui est la variance du terme d'erreur, divisé par la variation de la variable xj. Donc, c'est cette partie de la variance de bêta chapeau. Et du coup, si cette valeur augmente, la variance de bêta chapeau augmente. C'est pour cela qu'on dit que VIF mesure la rapidité avec laquelle les variances et les covariances augmentent. Et je vais vous montrer un exemple numérique tout de suite. Donc, règle de base, si VIF est plus grand ou égal à 10, on peut conclure qu'on a un problème de multicollinéarité élevé. Gardez en tête qu'on calcule VIF pour chaque variable, et si je calcule les VIF pour 3 variables qui sont dans mon modèle et il y a des écarts entre les valeurs des VIF, donc il y a des VIF qui sont plus petites que 10, autres plus grands que 10, donc celle qui est plus grande que 10 me permet de conclure quelles sont les variables qui causent le problème de multicollinéarité. Parce que comme j'ai dit, je répète, si j'ai 5 variables explicatives, c'est pas nécessairement que les 5 variables causent le problème de multicollinéarité. C'est peut-être 2 variables ou 3 variables. Donc VIF est calculé pour chaque variable et me permet de déterminer laquelle des variables cause le problème. Et en fait, j'insiste que le R au carré J, je répète, c'est le coefficient de détermination de la régression de la variable xj sur les autres variables explicatives. Une autre mesure qui est comme l'inverse de VIF, c'est ce qu'on appelle la tolérance. C'est une autre mesure qui me permet de détecter la multicollinéarité. C'est égal à 1 moins le coefficient de détermination de la régression auxiliaire de xj sur les autres variables, ou 1 divisé par VIF. Et dans ce cas, pour décider s'il y a un problème de multicollinéarité, oui ou non, si la mesure de tolérance est plus petite ou est égale à 0,1, on peut conclure qu'on a un problème de multicollinéarité élevé. C'est l'inverse de VIF. Autre méthode pour détecter le problème de multicollinéarité, c'est ce qu'on appelle les régressions auxiliaires. Donc, l'idée de cette méthode, c'est de régresser chaque variable xj sur toutes les autres variables explicatives pour, par exemple, si je régresse
la consommation d'électricité, sur le revenu des ménages, sur la taille de la maison, sur si le chef de ménage c'est un homme ou une femme, sur l'éducation du chef de ménage. Donc je peux régresser le revenu sur tous les autres ou ensuite régresser la taille de la maison sur tous les autres. Et je vais obtenir un coefficient de détermination R au carré J pour toutes les régressions. Ensuite, pour chaque coefficient de détermination, pour chaque régression auxiliaire, on va calculer la f statistique qui est égale au coefficient de détermination R au carré J divisé par le degré de liberté 1, qui est le nombre de paramètres dans la régression d'origine moins 2, divisé par 1 moins le coefficient de détermination divisé par le degré de liberté 2, qui est la taille de l'échantillon moins le nombre de paramètres dans la régression d'origine moins 2. La régression d'origine, qui est notre modèle d'origine Y régressé sur X1, X2, X3, X4, n'importe quelle régression. Si f est calculé pour chaque variable, pour chaque régression auxiliaire, je calcule cette f statistique. Si f est calculé plus grand que f tabulé, donc on peut conclure que x et j est corrélé avec les autres variables. Ensuite, on doit penser qu'est-ce que je vais faire avec cette variable x et j. Dernière méthode, c'est ce qu'on appelle test de Klein. Donc pour ce test, on va calculer les coefficients de corrélation linéaire entre les différentes variables, entre chaque deux variables. Et je vais comparer. Si ce coefficient de corrélation est plus grand que le coefficient de termination de mon modèle, donc on peut conclure qu'il y a un problème de multicollinéarité. Par exemple, si je régresse la consommation d'électricité sur le revenu, la taille de ménage, si le chef de ménage est homme ou femme, l'éducation du chef de ménage. Et si je calcule le coefficient de corrélation linéaire entre le revenu et la taille de ménage, je vois que ce coefficient de corrélation RXI, XJ est plus grand que le coefficient de termination de la régression d'origine. Donc, je peux conclure que j'ai un problème de multicollinéarité. Maintenant, la question, après avoir détecté le problème de multicollinéarité, comment on peut le résoudre? Donc, il y a plusieurs méthodes pour résoudre le problème de multicollinéarité. Un, c'est de ne rien faire. C'est un problème de l'échantillon et c'est possible de le garder parce que, étant donné que je ne peux pas avoir d'autres échantillons, je n'ai pas d'autre méthode à résoudre le problème, de garder le problème de multicollinéarité. Et même si je n'arrive pas à estimer les coefficients avec précision, au moins je peux estimer l'impact de toutes ces variables sur la variation de ma variable dépendante Y. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, que parfois, dans quelques cas, on a des informations a priori qui nous permettent de comprendre le problème de multicollinéarité. Par exemple, si je régresse la consommation, par exemple, sur le revenu et la fortune. Et je sais que le revenu et la fortune sont corrélés. Donc, dans ce cas, je sais qu'il y a un problème de multicollinéarité. Si dans la littérature ou par autre travail autre recherche qui me dit que le coefficient de la fortune est égal à 0,10 le coefficient de revenu. Donc, je sais la relation dans la population entre bêta 3, qui est le coefficient de la variable fortune, et bêta 2, qui est le coefficient de la variable revenu. Donc, dans ce cas, je peux remplacer bêta 3 par sa relation avec bêta 2 dans le modèle de régression et je peux réestimer le modèle avec cette transformation. C'est un peu l'idée comme dans le modèle avec contrainte et modèle sans contrainte. Quand nous avons voulu tester que alpha plus bêta est égal à 1, nous avons remplacé bêta par 1 moins alpha et nous avons retransformé le modèle et réestimé le modèle. Ensuite, on peut trouver les valeurs estimées de cette relation. Donc ça, c'est une façon. Deuxième façon pour résoudre le problème de multicollinéarité, c'est si je travaille avec une série chronologique ou une série temporelle, ou je travaille avec une coupe transversale ou coupe instantanée, je peux utiliser les deux ensemble, ce qu'on appelle pool de data. Par exemple, si je travaille, nous avons dit qu'on peut avoir une tendance commune dans les variables macroéconomiques. C'est-à-dire le PIB corrélé avec la taille de la population, corrélé avec les investissements.
Donc, dans ce cas, au lieu de travailler sur une série chronologique pour un pays, je peux ajouter d'autres pays et essayer de voir, réestimer le modèle. L'idée, c'est de accroître la taille de l'échantillon. Donc, si j'ai une série chronologique pour 20 à 30 ans, je peux ajouter des coupes transversales et donc j'élargis la taille de l'échantillon, j'augmente la variation des variables et ça peut résoudre le problème de corrélation, de multicollinéarité, pardon. Par exemple, une autre option liée à ça, c'est le fait d'avoir une autre base de données ou de données supplémentaires. Dans quelques cas, c'est possible et dans quelques cas, c'est pas possible. Par exemple, si je vais régresser la note en économétrie sur votre genre, votre nombre d'heures d'études, votre mineur, si vous étiez bac littéraire ou maths, par, par exemple, et je vais collecter des informations pour cette année, c'est possible qu'il y ait un problème de multicollinéarité entre, par exemple, votre bac si c'était littéraire ou sciences ou maths avec votre mineur, par exemple. Donc, dans ce cas, ce que je peux faire, que je peux attendre pour collecter des informations pour chaque année. Donc, vous êtes coupe transversale, je vais faire avec ces chronologiques pour plusieurs années. Et comme ça, je vais avoir un échantillon plus important, plus large, ce qui me permet d'augmenter la variation dans la base de données. Mais c'est possible que je ne peux pas faire ça. Si par exemple, j'ai une base de données où je sais qu'il y a un problème de multicollinéarité, comment les données étaient collectées, je peux essayer de trouver une autre base de données qui me reflète les mêmes variables, mais une autre fois, c'est pas très facile de trouver les bases de données. Autre façon, c'est de abandonner ou éliminer la variable qui cause les problèmes de multicollinéarité. Le problème, si on fait ça, on cause ce qu'on appelle un biais de spécification, c'est-à-dire le modèle n'est pas correctement spécifié. Si par exemple la fortune influence la consommation et le revenu influence la consommation par la théorie et je décide d'éliminer une de ces deux variables, dans ce cas, on va avoir un problème qu'une des variables est éliminée dans le terme d'erreur. On a un problème de biais de spécification et ça va influencer aussi nos estimateurs d'une autre façon. On aura un problème d'homogénéité et on peut pas, c'est-à-dire on a résolu le problème de multicollinéarité, on a causé un problème de biais de spécification qui cause le problème d'homogénéité, qui cause le biais de coefficient et là on a causé un autre problème. Donc, il faut faire aussi attention. Pas dernière façon, il y a plusieurs façons. C'est possible si deux variables sont corrélées aussi, je peux créer une troisième variable comme par la méthode de factor analysis ou par exemple, créer une moyenne entre les deux, essayer de créer une variable qui groupe les deux, fortune par exemple et revenu, mais dans ce cas, j'ai résolu le problème de multicollinéarité, je n'ai pas l'effet de chaque variable toute seule. Autre façon, c'est de transformer les variables. Par exemple, si je sais que, étant donné la nature de ma base de données, le revenu et la fortune influencent la consommation, je peux prendre la première différence. Donc, au lieu de régresser le niveau de la fortune et le niveau de revenu, au lieu de régresser la variable y consommation niveau sur le revenu niveau et sur la consommation niveau, c'est-à-dire à une année donnée, je régresse la variation de consommation sur la variation de revenu et la variation de fortune. Donc, si c'est une série chronologique, je vais faire YT moins YT moins 1, ça c'est la variation, ce qu'on appelle première différence, est égal à bêta 2 fois la différence entre x de t moins x de t moins 1. Donc, si les niveaux sont corrélés, les variations ne sont pas corrélées. C'est possible. Autre possibilité, c'est par exemple utiliser le ratio. Si je régresse, par exemple, la consommation sur le PIB et la population, et je sais que le PIB et la population peuvent être corrélés, je peux diviser toute l'équation par la population. Donc, au lieu de régresser la consommation par le PIB et sur le PIB et sur la population, je régresse la consommation per capita, c'est-à-dire je divise la consommation sur la population et je la régresse sur le PIB per capita. Donc, je divise le PIB par la population. Donc, ici, j'utilise le ratio. Donc, une possibilité que j'utilise, je le transforme en ratio ou je le transforme en ce qu'on appelle différence de premier ordre.
ce qu'on appelle first difference. Donc, ce sont les plusieurs façons d'estimer ce sont les différentes façons pour résoudre ce problème de multicollinéarité.